Hello, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro podcast d'Antoine et ses copains avec un invité que tout le monde attendait avec impatience. C'est Xavier Delamarre, salut, merci d'être là. Pour traiter de Jimi Hendrix tout simplement aujourd'hui. Qui était Jimi Hendrix et qu'est-ce qu'il a apporté à la musique contemporaine quoi. Et il y a beaucoup de choses à dire. Xavier, c'est pour ça que tu es là pour m'aider un peu à creuser un peu tout ça. Hendrix, il naît quand en 40, je crois, au début des années 40. Oui, c'est ça. Bonsoir. Ouais, Maman. bonsoir. Voilà. Oui. D'abord, bonsoir, Madame Lafay. Tout à fait, bienvenue. Bienvenue. Ouais. Du coup, il Mais naît à moi, Seattle je- au début 40. Je Ouais. croyais qu'on allait parler de Mahavishnu Orchestra. Enfin, Non, mais on va en pardon. reparler plus tard de Mahavishnu peut-être, parce que McLaughlin a quand même été bien traumatisé par Hendrix, c'est sûr. Donc oui, il naît à Seattle, Oui, c'est ça. 40, 42, je sais plus, Voilà, bref. c'est ça. Milieu assez modeste. Je crois qu'il perd sa maman. Je sais pas si elle fout le camp. J'avoue que Il y a un pas truc être un grand d'abandon. ouais, je vais pas être un grand spécialiste de Ouais. sa jeunesse et tout ça. Je sais que c'est assez dur. Je crois qu'en tout cas, il a une sœur. Il est élevé par son père, un peu. Il est un peu tout seul. Ce garçon-là, et Ce c'est peut-être ça garçon, il va toujours être un peu seul, hein, d'ailleurs, on verra par la suite. Ouais, que ouais, c'est un mec qui glandait souvent chez lui devant la télé éteinte, avec une guitare dans les mains, donc c'est peut-être les vestiges aussi de cette adolescence qu'il a passé seul. Qu'il a passé seul au début, mais alors très vite, donc il va quand même jouer de la guitare et maîtriser l'instrument. Hein, Oui, il met pas mal de clubs et puis après, en fait, il s'engage super jeune dans l'armée. ouais, c'est ça. Ouais. Ça d'ailleurs, c'est un truc que je trouve assez fascinant chez lui. C'est peut-être on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est sur la qualité de ses textes. Ouais. C'est un mec qui s'intéressait à la science-fiction, à Tolkien, à tous ces trucs-là, et qui mine de rien va écrire des textes assez poétiques sur Axis et tout ça, des jolies choses. Et pour un mec qui s'est engagé à 17 ans dans les paras, trouver le temps de jouer de la guitare, de composer des trucs aussi extraordinaires et de lire. Ouais, c'est ça. Donc c'était un mec qui avait envie de creuser, donc qui était assez pas oisif, mais dans le bon sens du terme, dans la recherche perpétuelle de son instrument ou des C'est lectures ça. qu'il pouvait avoir. Les Grecs appellent- C'est bien parce qu'on parle pas assez souvent, je pense, et j'espère qu'on sera amené à le faire, des textes d'Hendrix, et notamment sur les Tu vois, par exemple, son amour de Dylan aussi, Ouais, qui tout ça. est très curieux dans la communauté black de l'époque. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il y a un documentaire où enfin, bon, peut-être on va un peu vite là. Non, où pas ça- du tout. On peut. Il y a un documentaire où sa nénette de l'époque explique qu'il revient avec les disques de Bob Dylan, il revient avec Blonde on Blonde à la Oh, maison, putain, le et il rêve. le cache parce qu'il fallait qu'il rentre dans l'immeuble et qu'il ne voulait pas que les gens le voient avec que les blacks du coin le voient avec un disque de Dylan. blanc, ouais, c'est Et génial. elle lui dit mais qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. Et il est comme un fou et il finit par lui montrer. Ouais. Et elle dit mais Dylan c'est génial, mais moi à l'époque pour moi c'était de la country. Enfin, Ouais. Et surtout que Blonde Blonde était déjà plus. voilà. Et lui déjà est vachement fasciné par les textes. C'est D'accord. un mec qui va travailler l'électronique, ses textes, la guitare, la composition, le chant. Et ça commence par une carrière de musicien de club, hein, de bars locaux. En plus, C'est ça, Seattle, ouais. bon, c'était pas non À plus, l'armée, ils rencontrent Billy Cox et Ouais. ils font un groupe De l'armée, quoi. Ouais. c'est ça. Ils font les clubs du coin. Billy Cox qu'on retrouvera plus tard après Oui, un musicien après l'éviction de Noel Redding, un C'est bassiste. ça, un bassiste qui retrouvera Et plus tard. qui a toujours été d'ailleurs son super copain. Les a même vus sur un plateau de télé ensemble au Deep Cavett où lui-même est invité. Donc, Ouais, d'ailleurs, on voit toute sa carrière il embauche des mecs qui, même après l'expérience, qui sont des vieux potes à lui. d'accord. Il a l'air de garder des vieux potes Des longtemps. vieux contacts. Ouais, des vieux Passer des contacts. coups de fil dans ces journées où il foutait rien chez lui. Bon, en tout cas, du coup, quand même, il arrive vite à faire des sessions pour des grands noms. Hein. Attends, il bosse quand même pour Sam Cooke. Ouais, Ike Chinatina, ouais. enfin, et puis surtout Little Richard qui va accompagner en tournée un petit bout de temps. Et par contre, il va se faire vider en fait, hein, tout simplement parce qu'il prenait trop de place sur scène déjà. Oui, c'est ça. Ouais, les gens, apparemment, les mecs déjà lui reprochent de vouloir trop jouer, de faire des solos un peu trop. Peut-être qu'il était moderne dans sa façon de jouer vachement. déjà. Et justement, apparemment, quand il bosse avec les Isley Brothers, j'avais lu qu'il était content parce que les Isley Brothers lui laissaient faire son show. D'accord. Il avait 5 minutes où il pouvait faire déjà tous ces trucs, un Ah peu ouais. Jouer avec la guitare, un peu dans le dos, des trucs. Donc ça, machin. il a fait ça déjà dans les clubs, il testait ça Il genre en testait ça avec 64-65. Ouais, il a testé ça avec les Isley Brothers, qui lui laissaient 5 minutes parce il paraît qu'il était vraiment foufou et qu'il fallait le laisser. Il fallait le calmer, ouais. Ouais. Et en tout cas, après, donc, il s'engage et il signe un contrat d'ailleurs qui va lui jouer des tours au niveau administratif pendant pas mal de temps avec Curtis Knight pour 3 albums. Ouais, c'est ça, c'est un saxophoniste, Curtis Knight, qui fait Ouais. une espèce
de trucs un peu jerk, psyché. Mais c'est plus un plan cacheton alors là. Oui, c'est ça, ouais, c'est des instrumentaux. Ouais, d'accord, avec ça du devait sax pas et ça devait pas le botter plus que ça, tout. quoi. Non, moi j'ai écouté tant que le mec à la guitare derrière joue bien. Ouais, mais que. Bon, Ouais, oui, voilà, ouais, c'est pas d'accord. très Et passionnant. là, mais il va un peu en avoir marre, hein. Vous nous direz si je me trompe, je vais dans la chronologie, mais bon, il se barre et il décide là, de former enfin, de se produire sous son nom ouais, aux c'est ça, États-Unis. il va à Greenwich Village, il va Ouais, à New c'est York, ça, c'est voilà, ça. Hein. il va à Greenwich Village, Ouais, exactement. et il monte son petit groupe, et c'est là que Chas Chandler leur marque. Ah oui, au café, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Hein. Chas Chandler va le voir, et puis là, il se dit qu'il y a moyen de faire un truc. Alors je sais pas si on passe par la case Chas Chandler, qui est le bassiste, des ex-bassiste des Animals, qui a quitté les Animals Ouais. et qui veut devenir producteur. C'est ça. Et Chas Chandler, qui est quand même un nom, puisque The House of the Rising Sun est numéro 1 aux États-Unis Oui. dès 64. Donc les Animals étaient importants. Et ce qui est important, c'est qu'en plus, lui, il connaît tout le gratin de Londres. Ben, c'est un peu ce qui va se passer, parce que finalement, il le ramène donc Il le ramène dans ses bagages. En Europe, en Angleterre, Ouais. et il va préparer un peu ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'il Et se balance, il est pas jeté sur scène tout de suite. Hein. Non, et d'ailleurs, j'écoutais un de vos précédents podcasts, cher ami, Ouais. où vous parliez du fait que Hendrix était un musicien, et c'était une musique anglaise. Ouais. Et pas vraiment américaine. Bah, du coup, tant qu'elle est produite par Chas Chandler, c'est ce Voilà. que je pense. Voilà. Et Chandler, même lui à l'époque, pour le convaincre, lui dit ça. Lui dit aux États-Unis, tu arriveras nulle part, tu seras toujours un petit guitariste black qui fera des rythmiques, des cocottes funky derrière. Ouais. Si tu veux faire ta musique, qui est pas la même, qui veut faire des textes. Mais comment il a pu percevoir ce côté auteur-compositeur? Parce que finalement, il y a quoi? Il n'y a rien, je pense, à l'époque, en je compo, crois il n'a pas. pas grand-chose. C'est Il doit pas- avoir un instrumental, histoire de rigoler. Je sais pas ce qu'il fait dans ces forêts. Vous nous écriviez pour nous dire ce qu'il jouait dans les Ouais. sets avec. En tout cas, apparemment, avec, Chas Chandler lui dit. Isley Brothers. Chas Chandler lui dit, en Angleterre, tu vas y arriver. Ouais. Eh ben, en tout cas, il se trompe pas. Alors, c'est une préparation un peu en douceur. Déjà, il faut monter un groupe. Donc déjà, c'est un truc artificiel. Chas Chandler veut être producteur et veut mettre toutes les billes de son côté. Donc, il recrute Noel Redding, qui était venu, je crois, plus ou moins pour faire une audition pour être guitariste des Animals. C'est ça, lui, il croit que c'est une audition pour être guitariste. Ouais, c'est ça. Et puis bon, il se retrouve à la basse, qui est un instrument dont il a jamais joué. Et moi, là, après, on pourra en débattre. C'est pas. Je pense qu'Hendrix, à un moment, si aussi il se sépare de Noel Redding et qu'il lui laisse pas la place, c'est peut-être aussi qu'il a envie d'un bassiste qui joue moins peut-être comme un guitariste, même si ça, après, c'est un débat. Mais s'il a un jeu intéressant, Noel Redding, parce que. Cream pointe le bout de son nez, mais c'est vrai que lui, c'est un peu comme Entwistle. Il se met à mettre la basse à fond, il joue au Mediator, mais effectivement, c'est plus un guitariste. Ouais, quoi. c'est ça. Après, c'est pas un reproche. Moi, j'aime bien les bassistes qui jouent comme des fois, il est, moi, je trouve qu'il est parfois un peu pas toujours très juste. Ouais, il de met toute façon, beaucoup de notes. t'imagines, ça doit être dur d'être bassiste d'Hendrix dans un power trio. La Voilà, vache. c'est ça, parce que l'autre, il est. Les notes, dès qu'il appuie sur sa pédale, t'as même avec le gros ampli de. Puis il a pas le matos d'Entwistle en plus. Donc, et puis, il est très bon recrutement de Mitch Mitchell. Alors là, je vous avoue que moi, je sais pas du tout d'où venait Mitch Mitchell, s'il avait fait les choses avant. Mais... Alors moi j'ai une compile d'un groupe dans lequel il était avant, qui est une espèce de groupe de mode, un peu modsy, qui est pas du tout intéressant, où le jeu de batterie est pas spectaculaire d'ailleurs. Parce que je trouve que vraiment, alors là pour le coup Mitch Mitchell, ça va être le mariage parfait avec les plans d'Hendrix. Hein. Et donc ce qui se passe, c'est que donc ils envoient un peu ce groupe en France. Parce que Johnny Hallyday lui propose de venir roder un set sur quelques dates françaises. Donc il joue à Évreux, à Nancy, à Villerupt, alors ça je sais pas où c'est, et surtout à l'Olympia pour 3 titres, et dont 2 sont présents dans le coffret qui est ressorti, là, le coffret violet qui est hyper sympa. Et là c'est presque, c'est marrant d'entendre ça, c'est sa première performance, après, à part les 4 dates d'avant. Et là moi je trouve direct qu'il jamais ça sera aussi bien quasiment. Je crois qu'il fait Killing Floor et Joe, et le son est d'une pureté. Je trouve qu'ils chantent. Ça chante super bien. Les mecs, on a l'impression qu'ils n'ont pas bu, qu'ils sont, le truc sont en train de bosser, quoi. Et c'est hyper criant sur ces extraits. Mais moi j'aime beaucoup justement les tout premiers trucs télé où ils sont un peu timides. Il y a le Beat Club aussi qui est formidable, où ils font ils sont encore un peu appliqués, un peu timides. Puis le son n'est pas encore trop saturé. Hein. Tu sais, ils citent souvent Curtis Mayfield. Là, ça sonne vachement Curtis Mayfield dans la guitare. Et même quand il passe en solo sur Hey Joe, il reste un peu un son clair. Il y a un son clair et tout. C'est vachement beau. Moi j'aime beaucoup cette période-là. Et donc du coup, Hey Joe, ça va être le lancement mondial de Hendrix, en tout cas le premier single qui sort, bien avant l'album. Je sais plus quelle était la phase B, tiens d'ailleurs, c'est une bonne question que je me pose là. Je crois que ça marche pas mal d'ailleurs, Hey Joe. Hey Joe, écoute, en tout cas c'est resté...
c'est resté un single hyper important. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde parle d'Ajo quand il s'agit d'Hendrix. Mais oui, c'est un tube, mais c'est pas numéro 1, je pense, nulle part. Oui, non, mais voilà. pour un premier truc, je crois que ça se classe dans les 6 premières places en Angleterre, D'accord. il me semble. Et donc Ajo qui marque les débuts, et du coup, donc c'est une reprise, hein, Ajo, c'est quoi, c'est un traditionnel américain Oui, on ne sait pas trop d'où ça vient. Mais en fait, c'était un morceau qui était vachement repris déjà dès 66, 67. Ouais. Tu trouves des versions, tu trouves une version de Love, tu trouves une version de Bonnie Music Machine. On mettra ça dans la playlist d'ailleurs, ça va être marrant pour rajouter la version de Willy DeVille aussi, qui a cartonné. Exact, ouais, c'est vrai. Donc Ajo, et puis après, là vraiment, il compose sa première bombe, hein, qui est Purple Haze, quoi. Donc, il y a plein de choses à dire parce que Purple Haze qui était après devenu le nom de tous les mauvais LSD du marché de San Francisco. Exact, un peu. Ouais, mais c'est une chanson vraiment particulière où là il va peut-être trouver, je sais pas si c'est grâce à Chandler. Enfin, il le déguise un peu en psyché, quoi, ouais, et en Swinging London, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est étonnant parce que... les fringues de Brian Jones, mais en même temps, moi, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il y a quand même un truc assez musique noire, en fait, assez... Noir dans le sens blues ou dans le sens en même temps, tu prends ce morceau, par exemple, c'est pas du blues. Non. On peut pas vraiment dire ça, mais c'est pas vraiment du rock. C'est pas non plus un truc complètement psyché. Ouais, ça ressemble à rien d'autre de ce qui se fait. C'est clair. Ce qui se fait, quoi. Ouais. C'est pas King, c'est pas Who, c'est pas Stones, c'est pas Beatles. Non. T'écoutes le premier album, il y a des bandes à l'envers, un peu d'écho, des machins, des trucs. Ouais, mais parce que lui, il avait découvert Revolver entre temps. Effectivement, donc c'est plutôt même lui qui repile des idées de prod. Il pile des idées de prod, mais mine de rien, t'écoutes, c'est quand même un son assez clair, il n'y a pas tellement. Et Purple Haze, justement, c'est vraiment presque ce qui est le plus abouti en termes de prod et d'originalité, quoi. Il copie sur rien. Sur rien. C'est quoi, il y a quoi? Ouais, il y a rien, quoi. C'est assez étonnant. Et le texte, voilà, c'est un pas petit texte. Ouais, c'est un petit texte sympa, un peu. Alors pareil, très très Swinging London, quoi. Le brouillard psychédélique. Mais en plus, on a l'impression aussi qu'on l'habille comme ça. Et je trouve que ça va très bien avec ce qu'ils veulent. Le plan marketing marche à merveille, je trouve, sur Purple Haze. Oui, vachement. Puisqu'il y a les fringues aussi qui vont avec. Un truc. Je pense que Chad Chandler, il sait ce qu'il fait. Il va à Carnaby Street et puis il dévalise les trucs. Quand il le présente un peu à tout le monde aussi pour booster un petit peu la carrière. Je sais pas si à l'époque, enfin je suis pas un grand spécialiste de ça, mais je sais pas si à l'époque il y avait beaucoup d'artistes, si beaucoup de mecs se lançaient à amener un musicien, à McCartney, à Clapton, à tout le monde, leur dire regardez ce mec-là. Je pense que là c'est le cas justement, comme tu disais, comme il connaît tous les autres, je pense qu'il se dit je vais être producteur et qu'en plus je connais les gens. Je vais gagner du temps. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe là dans cette période-là, parce qu'avant que le premier album sorte, il y a 3 singles, on va parler du 3e après, mais il y a ces concerts dans les clubs où il y a tout le gratin qui se pointe et t'as une anecdote géniale là, du mec de Yes. Alors là j'invite tous les gens à aller voir ça sur YouTube, c'est une interview de Chris Squire, le bassiste de Yes, qui officie avant dans un groupe, je suis désolé, le nom m'échappe, je crois que c'est The Move ou... c'est possible, un groupe du Swinging London dans lequel ils jouent et ils font beaucoup de reprises. Et il faut voir cette interview qui est à mourir de rire parce qu'eux ils partent en tournée dans le nord de l'Angleterre. D'accord. Et ils savent pas que Chad Chandler a ramené Jimi Hendrix à Londres. D'accord. Et depuis 2 semaines, Londres est en train de bruisser parce qu'il y a une espèce de black qui est monté sur scène avec Cream, Camille Pigula Clapton, Clapton parle que de lui, tout le monde veut l'aider. Ça, c'est un truc que j'aime aussi beaucoup dans l'histoire d'Hendrix, c'est que je trouve que tout le gratin de l'époque a été hyper bienveillant. Je pense qu'il était gentil, surtout quand il est arrivé, qu'il n'a pas encore... il picolait et il fumait un peu de pétard, mais il n'y avait rien de trempé de psyché pour l'instant. Hein, non, mais je trouve que... Donc c'était vraiment une bonne patch, je pense. Donc, mais les mecs sont sympas tous avec lui, hein, tous lui font des coups de main. Je veux dire, est-ce que tu crois vraiment que le fait qu'il soit black, ça change quelque chose? Que c'est le premier black finalement c'est bizarre comme question, mais je pense que ça a son importance aussi. Ils n'ont pas envie de lui dire en Angleterre tu vas être bien traité. Il y a peut-être quelque chose comme ça quand tu lis le bouquin de Joe Boyd. White Bicycle, qui est toujours ici, qui est un Américain qui s'installe en Angleterre parce qu'il trouve que les Anglais sont plus connaisseurs de la propre culture américaine, de leur propre culture américaine, et qu'il est très surpris la première tournée qu'il fait de musiciens de blues américains. Johnny Hooker. Les filles voient Johnny Hooker arriver, elles se mettent à crier Johnny Hooker. Et il dit mais en Amérique personne ne sait qui c'est. Et voilà. Et je pense qu'il y a de ça.
Par exemple, je pense à Pippi Arnold, c'est pareil, qui est une haïkette Ouais. et qui reste en Angleterre. Je pense que les C'est vrai qu'il y a Edge, tu vois, j'aurais eu du mal à trouver un autre artiste noir qui vendait des disques en Angleterre à cette époque, enfin, hormis de la musique américaine, je mais pense produite en Angleterre. peut-être pas de façon consciente, je pense que mais les Anglais se mettent peut-être un petit point d'honneur à reconnaître les musiciens noirs comme étant des grands musiciens avant tout. Parce que aussi ils ont trippé sur Chuck Berry, etc. Voilà, et c'est que, ça. Et que ça marche plus pour eux à cette époque. Oui, et puis qu'en plus, eux, ils ont peut-être pas connu, ils sont pas ils connaissent pas les situations de ségrégation raciale. Ils sont pas la même approche politique aussi de tout ça. Tout ça, je pense que ça fait partie du plan marketing, le fait qu'ils sonore. C'est juste que peut-être aussi, oui, peut-être. Même si, que mais après, ça va ouvrir la voie à tout le monde. C'est un noir américain. Le noir américain, ça vous fait fantasmer, bande de petits anglais que vous êtes. Ouais, vous avez tous les disques de Motown, vous êtes comme des fous. Il a joué derrière Little Richard. Voilà, ça donne envie aussi aux gens de l'aider. Effectivement, peut-être. Et du coup, là, il va sortir son troisième single, et là, c'est The Wind Cries Berry. Alors là où vraiment l'influence de Curtis Mayfield est évidente, il a un son clair même sur les solos. Mais là, peut-être qu'on peut parler justement de la composition, parce qu'au niveau du texte, composition étonnante. Il écrit un truc perso là pour la première fois. C'est la première fois qu'il se livre un peu, quoi. Et je trouve qu'il y a une progression fascinante. D'ailleurs, à l'époque, les mecs vont à une vitesse pour digérer ce que les autres font. Parce que pour écrire un truc de la qualité de Wind Cries Mary, les Beatles, les Stones, tous ces grands mecs, ils mettent un peu de temps quand même. Ils commencent en 62. Ils se forment, voilà. Et ce mec-là arrive, et son troisième single, c'est un truc d'une qualité d'écriture, d'une qualité de jeu, de guitare, une qualité de texte, une qualité de chant. Parce qu'entre-temps, il a aussi digéré la progression des autres. Oui, des autres, à une vitesse. Et c'est là, on en revient à ce qu'on disait, ce mec-là, il bouffait du Dylan, du Beatles. Il était il écoutait beaucoup de musique blanche pour un mec qui est censé venir du milieu noir musical américain. Mais je pense que ça met une tarte à tout le monde. Mary, quand tu sors un truc comme ça, à mon avis, les autres, ils écoutent. D'où aussi l'anecdote qui dit que Bob Dylan, justement, disait Hendrix n'avait pas confiance en sa voix, et je pense que c'est en entendant des morceaux comme ça que Dylan lui a dit vas-y, quoi, tu chantes super bien, et ça lui a permis un peu de se lâcher, quoi. Et c'est le premier exemple dans cette veine de morceaux. Moi, c'est mes morceaux préférés d'Hendrix. Dans la même veine que Little Wing ou que Castle Maze of Sand, des trucs comme ça. Les trucs au tempo un peu lent. Les balades d'Hendrix. Moi, en fait, c'est vrai que. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment la période Chas Chandler et les deux premiers albums qui sortent d'ailleurs la même année. Là, le premier, du coup, va sortir donc dans la foulée de ces 3,45 tours qui marchent quand même relativement bien. Et là, c'est Are You Experience, donc du coup, alors je sais plus exactement ce qu'il y a dessus, mais est-ce que ça reprend des singles ou pas? Ça dépend des éditions. Pas, ça doit dépendre des éditions. D'accord, on va vérifier, mais en tout cas, moi il me semble, il y a Fire par exemple qui fait son apparition. Qu'est-ce qu'il y a sur l'album? Il y a I Don't Live Today. Qui est vachement bien. Il y a un instrumental vachement marrant, où là, pareil, il met pas mal de bandes à l'envers. Il commence à expérimenter des sons à la guitare. C'est pas Are You Experience, la chanson titre d'ailleurs, non? Oui, si, je crois bien. Enfin, on va revoir. C'est marrant parce que c'est pas celui que je réécoute le plus, alors qu'il est vachement bien ce disque. Ah non, moi c'est carrément, on dirait presque une compile, quoi. J'arrive pas c'est parce que moi je confonds beaucoup avec Smash Hit, qui est une compile. Voilà, moi c'est pareil, c'est Smash Hit en fait qui m'a fait découvrir le groupe, et c'est une compile qui avait même son importance en 68. Mais non, on retrouve Fire. Et puis il y a Red House, bien sûr. Il y a Red House, il y a Stone Free aussi, exact. qui était sûrement la face B d'Ajo dans certains pays. Et puis il y a les 40, il y a I Don't Live Today, c'est un 45 tours, c'est ça? Je sais pas, sur le disque. C'est le bordel, je pense que c'est sur le disque. Et ça aussi, c'est les morceaux qui commencent à être vachement compliqués, rythmiquement, ça devient mais audacieux, et ce que tu disais en même temps, ça reste des chansons abordable, quoi. Ça reste des chansons. Mais je t'ai coupé sur Chris Squire en fait, je me rends compte. Parce que l'anecdote, c'est que du coup là, on en est vraiment à la période où il commence à jouer à Londres devant du monde. Et Chris Squire revient au Marquis, je crois. Peut-être, un des clubs comme ça. Et ils doivent jouer le soir, et il arrive et il voit un black sur scène en train de répéter l'après-midi, ce qui ne se faisait jamais là-bas. D'accord, il n'y a pas de balance. Il y a pas en tout cas pas l'après-midi. D'accord. Il dit qu'est-ce que c'est que ce mec tu vois, et il entend, ils sont en train de, je sais plus ce qu'ils font, Fire d'ailleurs, il me semble, un peu comme ça. Et le bassiste est faux. Ah bah tiens, pour changer, Noël. Et donc Chris Squire se dit qu'est-ce que c'est que ce mec puis c'est pas très bon. Donc il se fait une espèce d'opinion dégueulasse sur le truc. Et puis il va en coulisses, il demande un peu à droite à gauche, et là les gens commencent à lui dire ah mais t'es pas au courant.
c'est la 8e merveille du monde, il va jouer ce soir. En fait, vous êtes en première partie. Ouais, le mec fait des reprises en plus. Oui, c'est ça. Eux, ils font pas beaucoup de compos encore. Et donc, Hendrix finit sa balance. Ouais. Et il arrive et il va le voir et il lui parle de sa basse. Et Chris Squire est vachement marrant parce qu'il dit il y avait une hiérarchie à l'époque. Ouais. Il y avait les bassistes, c'était des clodos. Ouais. Le guitariste venait pas parler au bassiste. D'accord. Voilà. Ouais. Et il dit deuxième choc. Il dit moi j'étais un gros prolo, je venais je crois qu'il vient du nord de l'Angleterre. Ouais. Il dit il y avait un black à l'école qui était dans une classe au-dessus avec qui j'avais un peu parlé, mais voilà. Il dit en fait la première fois de ma vie que j'ai vraiment parlé avec un black, c'est avec Jimi Hendrix. Voilà. Et il découvre un mec adorable qui lui parle matos, basse pendant un quart d'heure, machin, tu vois. Et le soir du concert arrive, il monte sur scène et là, il regarde et devant il y a Clapton, McCartney, Jagger, Richards et je crois bien qu'il y a le guitariste des Who, excuse-moi, Pete Townshend, il y a Townshend qui est là. Et il voit ça, il se dit qu'est-ce que c'est que ce bordel. Tout d'un coup, il se rend compte que là, il va faire des reprises de mecs qui sont devant là. Génial, il comprend pas ce qui se passe. Et là, en fait, il comprend que tout le monde est venu pour Hendrix. Ouais. Il sort de scène et à ce moment-là, il croise Mitch Mitchell qui lui dit parce qu'il y a tout le monde est là, il y a tout le gratin, c'est l'effervescence en coulisses. Et Mitch Mitchell lui dit il y a un fauteuil qui est resté derrière la batterie, si tu veux venir, pose-toi. Et donc le mec il dit moi la première fois que j'ai écouté Jimi Hendrix c'est derrière Mitch Mitchell. Et là j'ai pris une tarte, mes amis, je me suis jamais remis. Et c'est marrant parce que ça on dit, c'est assez intéressant quand on écoute un peu les performances live de ces époques-là, c'est assez inégal. Hein. T'as l'impression que des fois, ils salopent un peu le show, qui est mauvaise humeur, et du coup, que ça va pas prendre. Des fois, ça joue à toute blinde. Ou des fois, ils sont désaccordés souvent quand même. Ça arrive. Il faut faire le tri dans tous les lives de Hendrix qui existent, et on le fera. Donc, le premier album sort, et très vite, en fait, il va s'atteler à faire le deuxième, qui va être Axis Bodazlov, qui est, pour moi, son album le plus abouti. Alors, en tout cas, je sais pas dans la chronologie si Montrer c'est. Alors il faut parler de Montrer. Montrer, c'est avant Axis. C'est avant Axis. C'est ça, c'est entre les deux albums. Montrer, c'est l'été 67. Donc là, Hendrix, oui. C'est Paul McCartney en fait qui insiste auprès des organisateurs de Montrer de faire venir Hendrix. C'est pas Brian Jones qui le présente certes sur scène. Pour lui c'était un effort surhumain. Il a du mal à tenir debout quand il voit des images. Et du coup là, il y a la fameuse anecdote où les Who et Hendrix sont en coulisses et personne ne veut passer après l'autre. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je crois que ça se règle par une espèce de pile ou face. Je crois que c'est pile ou face. Mais Hendrix perd et du coup passe après les Who. Avant les Who, c'est ça? Non, Hendrix finit du coup. Personne ne voulait passer derrière l'autre. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc les Who gagnent et les Who laissent Hendrix finir. Donc les Who finissent avec My Generation, Kiss Moon défonce toute sa batterie. Et là, il y a le concert de Montreux qui reste pour moi le meilleur témoignage live d'Hendrix. Alors là, par exemple, tu parlais des lives qui valent le coup. C'est presque le seul. Enfin, après, non, j'exagère, mais si vraiment vous voulez en garder un, moi je trouve que celui-là. En plus, déjà il joue donc c'est nouveau, c'est 3,45 tours quoi, et il fait des reprises, il fait une reprise géniale de Like a Rolling Stone, qui est magnifique, qui est incroyable quoi, où il joue tout en douceur, un peu à la Curtis Mayfield encore une fois. Killing Floor qui ouvre le concert, qui a un blues qui trimballe depuis longtemps. Puis c'est le premier truc funk blues qu'on a entendu quoi. Oui, c'est ça. Cette intro est incroyable. Donc il y a Foxy Lady qui est aussi sur Radio Experience du coup, et puis il fait une reprise de Rock Me Baby aussi, il fait partie. Moi franchement, Like a Rolling Stone, Rock Me Baby, c'est parmi les plus grandes covers qui ont jamais été faites. Et sur ça, vraiment Hendrix est intouchable, c'est ça qu'il faut aller voir. Et bien sûr que ça se termine par le sacrifice qu'on a vu maintes fois, de la guitare qui est brûlée. Voilà, je crois qu'il se crame les mains d'ailleurs. Il se crame les mains, en tout cas, c'est pas une petite histoire, c'est Zappa qui a récupéré cette guitare et qui l'a remontée, qui l'a laissée dans la grange de ses grands-parents. Enfin, c'est ce que la légende dit en tout cas. Enfin bon. Donc après, donc il va s'atteler à Axis Bodazov, qui est un album vachement moins accessible. Il n'y a plus apparemment de hits finalement. C'est vrai. Moi, c'est mon album préféré. Ouais, moi c'est ce que j'ai dit aussi, parce que je pense que c'est vraiment
La période où il était encore le mieux dans ses bottes, d'ailleurs c'est tellement court, hein, on est déjà fin 67, il ne reste plus pour longtemps. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et là, je trouve que Chas Chandler et l'Expérience sont vraiment au top de leur... Je trouve que la production est super réussie. Et c'est parce que Chas Chandler veut toujours que ça aille vite capter les moments. Hein. Il est plus sur des formats courts, pop. Little Wing, ça a duré 2 heures les prises apparemment. Hein. Et c'est vrai que d'ailleurs c'est assez marrant parce que quand tu regardes la mauvaise image que les gens peuvent avoir d'Hendrix, qui est le guitariste qui fait des longs solos de 10 minutes, quand tu regardes sur la moitié de sa discographie, le premier et le deuxième album, c'est des solos très courts. Et puis c'est des morceaux très courts aussi, c'est 3-4 minutes. Oui, pas, les solos sont très bien sentis, et toujours très délicats. C'est absolument magnifique. Et là c'est pareil, alors l'écriture commence à être toujours cette histoire de science-fiction. Je pense à Bold as Love, qui a un texte magnifique. Alors là, franchement, moi, c'est ma chanson préférée de Hendrix. Ouais, moi aussi. Et puis voilà, une poésie dans les textes. Où est-ce que tu avais le temps de lire, mon gars? Je sais pas où il a été chercher tout ça. C'est assez impressionnant parce que, alors on parlait avant de préparer l'émission, on parlait d'un magazine que j'avais eu entre les mains dans les années 90, avec une longue interview de Mike Bloomfield, qui était son pote, et qui a des anecdotes hyper marrantes, et qui d'ailleurs, à un moment dit, mais vous vous demandez pourquoi Hendrix, mais vous savez, un jour, on était aux États-Unis. Le matin, il va en studio, il fait quelques trucs, il bricole l'après-midi, il va faire une session de photos ou je sais pas quoi, et puis il se met à jouer de la guitare pendant 2 heures. Le soir, il a un concert, et il sort du concert et Bloomfield lui fait « Allez, champagne et meuf ». Et Hendrix lui répond « Champagne et meuf, on a le temps ». Viens, il y a je sais plus quelle star du mec qui fait un bœuf, donc ils vont au bœuf et il est 3h du matin, Hendrix il est en train de jouer et Bloomfield se rend compte que l'autre en fait ça fait 12 heures qu'il joue de la guitare. Et Bloomfield se dit ça explique aussi si vous cherchez pourquoi ce mec-là, parce qu'il jouait tout le temps. Parce que The Wind Crazy Mary on dit que ça a été enregistré, The Little Wing on disait que ça s'était enregistré à 2 heures, mais peut-être que le mec il a passé 10 nuits blanches sur ce truc. Ça m'étonnerait pas tellement que la complexité de ce qu'il met en place, le son, la façon dont ça claque. Bon, après, le matos, c'est assez simple. Hein. Je crois qu'il est principalement sur Stratocaster des années 60 avec un Vox AC30 et une Crybaby après, au bout de ça, qui arrive plus tard. Enfin, elle est présente sur Bold as Love déjà, mais. Pas beaucoup, je suis pas persuadé. Ah ouais? Je sais plus exactement, mais moi, ça m'énerve parce que j'arrive pas à trouver ce que je voulais. Et du coup, sur Bold as Love, on a aussi les premiers morceaux où je trouve que tout est à l'envers. Tu sais, on en a déjà parlé souvent. C'était le cas déjà avec Manic Depression qu'on a sur le premier. C'est une espèce de rupture de rythme et de. Et un autre morceau, c'est le deuxième de Bold as Love. Je vais le retrouver. You Got Me Floating. Qui est très bizarre. Qui est hyper bizarre. Ça fait des trucs à l'envers comme ça. Du coup, Bold as Love, voilà, c'est pas Up From The Sky auquel je pensais, non, je sais plus. Spanish Castle Magic aussi. Oui, c'est ça, il y a F619 qui est un peu plus funky, quoi, c'est plus de Shaft, c'est marrant. Et You Got Me Floating, qui est un morceau qui m'impressionne, moi. Parce que voilà, il y a une espèce de. Tu sais, c'est comme dans Sgt Pepper, c'est comme dans Good Morning, Good Morning. Il y a des espèces de. Ça se met à passer. Les mesures deviennent compliquées, c'est un bordel. Et apparemment, de ce que tu lis de l'époque, ils partaient dans des trucs comme ça, je trouve, vachement maîtrisés et en même temps assez free. Et pour revenir tout le monde ensemble, c'est pas toujours évident. Et Mitch Michel avait l'air de dire que c'était assez instinctif. Mais je pense qu'il y a vraiment une connexion entre les deux, ça s'entend. Sur Fire, c'est l'exemple typique, quoi. Et on savait c'est jazz, quoi. C'est un combat entre lui et Mitch Michel. Et c'est vrai que parfois, Noël a quand même du mal à se placer. Noël, qui pour la petite histoire, quand même, chante un titre sur Axis Bold as Love, qui est She's So Fine. Je sais plus qui l'écrit, je pense qu'il est... C'est lui. C'est lui, voilà, c'est carrément même une chanson. Et il y a quand même Graham Nash sur If Six Was Nine, dans les bruits de pas, apparemment. Écoutez, cher ami, j'en suis ravi. Et Hendrix, mine de rien, commence un peu à se prendre pour un espèce de Brian Jones, avec qui il était très pote, puisqu'il joue du piano quand même sur Spanish Castle Magic, il joue le Glockenspiel sur Little Wing. Il paraît qu'il joue aussi un petit peu de basse, et puis surtout, il y a un truc qui est passionnant, c'est toujours ce magazine dont je te parlais, et puis aussi quand ils avaient sorti Radio One. J'adore. Maintenant, après, c'est ressorti plus complet sur les BBC Sessions. Les notes de pochette à l'intérieur sont géniales, c'est les ingé-sons de la BBC qui parlent de ça, et qui disaient qu'ils étaient impressionnés parce que alors encore une fois, voilà, ce type était quand même pas comme les autres.
il disait que dès qu'il y avait un nouvel ampli qui arrivait, Hendrix le démontait. Juste pour voir. Et il trifouillait. Il faisait des essais, machin. Et le mec était halluciné. Il dit, je l'ai jamais vu ouvrir un manuel électronique. Parce que normalement, quand tu commences à démonter un truc, tu regardes dans quel sens est le schéma électrique, tu fais gaffe, et lui il tripotait, et il arrive autiste. Un peu à la Jack White quelque part. Il y a de ça, cette espèce de mec qui veut une espèce de travail sur le son, sur sa musique, tout est dans une espèce de globalité. Justement, c'est ce qui va le conduire à vouloir un peu plus, et même s'il y a des chansons sur Electric Ladyland qui sont enregistrées en Angleterre, qui sont même enregistrées en 67, là il va vouloir aller creuser un peu le son au record électrique. Electric Ladyland, quoi, à New York. Oui, c'est ça, c'est les records plan de studio, mais lui, il veut construire un studio. Voilà, c'est déjà en 68. Il part aux États-Unis en 68, et là, il veut effectivement faire un espèce de Xanadu. Ouais, et tu penses qu'il a pété les plombs avec le succès ou pas? Enfin, c'est une question que je me pose, parce que là, genre, ça y est, en fait, là, c'est un peu les sessions où il va virer Noël. Chas Chandler va en avoir marre parce que Hendrix veut produire, quoi. Voilà, c'est exactement. Je pense que c'est un mec qui. Je pense que c'est pas tellement, à mon avis, enfin, j'en sais rien, c'est peut-être pas simplement un problème de grosse tête. Je pense que c'est. Il a des ambitions, je pense, assez démesurées. Ouais. Et comme il a du succès, il a les moyens de ses ambitions. Et puis il faut quand même se rappeler que c'est l'époque où les Beatles, les mecs faisaient des albums qui commençaient à être compliqués, avec un univers, avec d'ailleurs il y a une super du corps de chasse, des machins. Une super anecdote que vous connaissez certainement, mais enfin 3 jours après la sortie de Sgt Pepper, Hendrix joue au Savvy Theater et il y a McCartney, enfin les Beatles sont dans la salle et Hendrix ouvre le concert avec Sgt Pepper qui est sorti 3 jours avant. Ouais, et ça a toujours fait une fierté. Et lui, à McCartney, quoi. Et lui, je pense qu'il est parti dans des trucs, il est dans les expérimentations psychédéliques très anglaises aussi. Il veut mettre du clavecin par Mais ça, je le ressens encore, et je trouve que d'Electric Ladyland, en fait, il a déjà le truc, et en allant à New York, il va le perdre quelque part. Il se met à rajouter beaucoup de pistes. Ouais, c'est moins des chansons. Alors ça devient plus expérimental. Ouais. Du coup, effectivement, comme c'est un double album, il y a quelques longueurs sur ce disque. Il y a peut-être un instrumental ou deux qui ne sert pas à grand chose. Il y a voilà. Mais par contre, il y a des trucs extraordinaires. Et même en termes de prod, je pense à Cross-Town Traffic et tout. Ah, ça c'est génial, voilà. Mais ces chansons-là fonctionnent. Ça All Along the Watchover et Cross-Town Traffic, c'est les réussites de l'album. Bon, allez, Voodoo Child aussi. Il y en a une que j'adore aussi, moi, c'est pareil dans ce genre de compo complètement barré rythmiquement, machin. C'est Long Hot Summer Night. D'accord. Qui a un pur solo monté complètement. Alors, qui est pas une bande à l'envers. D'accord. Mais oui, d'accord. À l'envers. Il prend tout le monde à contre-pied, quoi. Je ne comprends. Ça fait 35 ans que j'écoute ce disque. Je ne comprends pas comment est montée cette chanson. Ouais. C'est un truc complètement hallucinant. Voilà. Il y a quand même des belles réussites sur ce truc, même si effectivement, j'ai envie de dire qu'il y a une phase de trop, quoi. Ouais. Voilà. Il y a une autre chanson de Noel Redding encore qui va donc quitter les sessions parce qu'il s'engueule avec Hendrix. Oui, c'est ça, il se barre. Et il dit tu me laisses pas assez de place. Hein, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que Chas se barre aussi. Mais tout le monde jette l'éponge là. Hein. Ouais. Enfin, l'équipe, c'est ça. Il reste Mitch Mitchell. Du coup, d'après ce que tu comprends, il y a plein de musiciens de studio, plein de potes qui viennent faire un peu de basse, un peu de. Apparemment, Hendrix joue pas mal de basse sur ce disque. Ouais, bah, je crois qu'il avait une basse six-cordes comme nos amis les Beatles. Ok, comme là, ouais. Et qu'il en faisait beaucoup en fait sur ce disque-là. D'accord. Et puis que Mais apparemment, les ingé-sons racontent qu'ils avaient l'impression de rien avoir à faire ici, tellement qu'Hendrix était dans un truc que elles ont l'air d'être compliquées ces sessions parce qu'il veut réenregistrer 40 fois les mêmes choses, il veut réessayer plein de fois, il est jamais content des prises, il passe un temps fou sur le pauvre corps de chasse monté à l'envers avec le glockenspiel, ça n'a aucun sens. Il perd un temps fou et je pense que en plus il épuise les autres et il se fatigue aussi, et puis ça va être le début aussi de sa consommation d'acide. C'est ce que j'allais dire, et puis il commence à sérieusement se défoncer du soir au matin. Ouais, c'est Linda Kiss qui était l'ancienne petite amie de Keith Richards qui va finir donc par quitter Richards pour Hendrix. Et là, oui, ils vont commencer à vraiment mal triper. Enfin, en tout cas, consommer beaucoup de drogue et tout. Du coup, ça se passe mal. Et là, je pense que ça a dû peut-être aussi jouer sur son humeur. Le retour aux États-Unis, finalement, se passe donc pas si bien. Et en plus, il y a cette histoire d'arrestation. Enfin, en fait, pendant les 2 dernières années de sa vie, il va passer son temps à flipper de se retrouver en prison. Au Canada, je crois, c'est ça, à la frontière, il se fait serrer de façon tout à fait inopinée. On trouve des drogues dans son étude de guitare. Ouais, bah, ce qui me
Sûrement. Ouais, enfin d'un côté. Moi, Non, j'aurais pas mis là. Enfin bon, quand tu sais que McCartney, on lui avait dit de pas prendre de l'herbe et qu'il s'est pointé à Tokyo, le paquet d'herbe était dans la valise. Tu voyais ça, il y en avait 400 grammes. Hein. Non, là c'est moins sport que ça, mais en tout cas lui ça le traumatise un peu. Oui, c'est ça, parce qu'il prend une amende et il peut toujours, il est sous le coup d'une sanction. Ouais, il doit être en de sursis prison, ou quelque chose. En tout cas, apparemment, ça le perturbe vachement dans les années de sa vie, dans les dernières années de sa vie. Alors là, après, donc Electric Idyllium finit par sortir, ça marche bien. Là, pour le coup, c'est le numéro aux États-Unis. Je crois que Oui, c'est son ça, premier ouais. truc. Je crois, faudra que vous vérifiez. Souvent, c'est pas précis. Il y a une polémique sur la pochette, je crois. Ah parce oui, que alors il y a plusieurs versions. Il y a les femmes à poil. Les filles à poil. Ah, il y avait Jack Cassidy aussi à la base, beaucoup sur l'album, t'as oublié de le dire. Oui, effectivement. Ouais. Ça, bon, ça, c'est... Ouais. Voilà. Mais en fait, il est crédité sur un morceau. Il est crédité sur la version lente de Voodoo Child. D'accord, ouais, Et ouais. il y a Winwood et Cassidy qui traînent dans le coin. À revérifier sur les notes de pochette. Mais en tout cas, oui, comme je disais, États-Unis et Canada, c'est premier, hein, ça marche très fort. Ah ouais. Au Royaume-Uni, par rapport aux autres, et ça explique pas mal les Anglais, je trouve, Ouais. marche moins bien que les deux premiers. Quoi. Ah, trahison. Ouais, sixième quand même, mais bon. Trahison. Puis bon, c'est une sacrée période. Hein. Alors que l'Angleterre a tout fait pour lui. Ouais, non, c'est vrai, mais il est parti vite finalement, il fait un aller-retour en Angleterre. Hein. Oui, il fait quoi? Il fait un an et demi de studio. Parce que là, on est déjà donc à l'automne 68 quand on sort ce double album, et là, il va y avoir pas mal de tâtonnements pendant l'année 69. Hein. Oui, c'est ça, et je crois que il recontacte donc Billy Cox, qu'il avait rencontré à l'armée, il essaye de monter plus ou moins... Ouais, le groupe qui va jouer à Woodstock, finalement, il prépare quasiment... Il doit tourner quand même pas mal, Ouais, j'imagine. c'est ça. Et je pense qu'il essaye... C'est la fin de l'expérience sur scène aussi. Oui, c'est ça. Ouais, ça, je crois que ça, il y a un Donc, concert Noël, de trop, c'est ça se passe fini. mal, Noël s'en va. Ah oui, après, c'est en 70, ça, c'est... Ah ouais, non parce que Noël s'en va et revient. Où Enfin, Non, dans c'est l'article. Mitch qui s'en va. qui revient, Pardon, ouais. Noël, excusez-moi. Oui, Mais je crois que c'est en 70, ça. Il me semble que là, faut vérifier, là, on commence à être un peu... Ouais, oui, Ah. c'est vrai que c'est une période que je connais moins. Il y a Born of Gypsy qui Voilà, sort, donc mais- il arrive à monter Mais ce ça, je pense truc-là. que c'est enregistré le 31 décembre 69, donc il y a toute une année où il cherche à... Non, t'as peut-être raison, en fait, ça doit être... c'est moi qui dis une connerie, je pense que... Bah, Ouais, non, non, si, j'ai raison, c'est fin 69, donc il y a toute l'année 69 où il fait Woodstock, et donc il réunit ce groupe qui a pour nom Gypsy Sounds and Rainbow. oui, c'est ça, c'est un truc comme ça. Et Ouais. ça, c'est tout un projet qui voit pas le jour, il fait rien en 69 Oui, en parce fait. qu'il veut changer son son, parce qu'il y a un guitariste là-dedans. Ouais, il y a des percus. Il y a des percus, ouais, Alors qu'on il n'entend essaie pas de- au mixage au final de Woodstock. Non, Hein. voilà, ouais. Et en fait, je crois que voilà, après Woodstock, ils essaient de faire un album avec Billy Cox, mais que Ça marche pas. ça marche pas. Et là, ils font les concerts de Band of Gypsies avec Buddy Miles à la batterie. C'est ça, effectivement, tu me dis, c'est décembre 69. Donc voilà, il y a Voilà. pratiquement un Donc, an. oui, et puis il reste 6 mois à vivre, hein, tu vois déjà. Oui, c'est ça. Ouais, Donc en ouais. fait, c'est ça, il y a les 3 premiers albums, et donc il y a ce live. Et finalement, c'est ça, le projet qui est censé voir le jour après, c'est un live. Bah, normalement, ça serait l'album de Gypsy Sound and Rainbow, ce qui ne voit jamais le jour parce que ça marche pas. Sauf Et qu'on donc, ils font un live au Film Rest où il y Sauf a. qu'on se retrouve, j'allais dire, avec Band of Gypsy, Ouais. qui pour moi est pas. Bah, c'est un live de jam en fait, Oui, de c'est la ça. nouvelle musique qu'ils voulaient faire, mais Ouais, c'est quoi c'est des. Il y a Machine Gun C'est dessus, peut-être c'est ouais, très long. Alors là, pour le coup, c'est effectivement, ça devient le Hendrix qu'on peut caricaturer avec des longs solos, Ouais. des trucs pas toujours effectivement. Alors des chansons beaucoup moins abouties, c'est beaucoup moins un Ouais, format de plus de chanson. chansons, quoi. Plus de chansons, ouais. En fait, c'est du Queen presque même pas écrit. Enfin, Ouais, c'est vrai que Bah, c'est un après, peu plus funky. c'est mais plus basé sur sa performance de guitariste, quoi. Voilà, Parce c'est qu'on ça. irait écouter Miles Davis, peut-être C'est il ça. est peut-être dans ce délire-là aussi. non D'ailleurs, quand tu écoutes les chansons, il y a 4 lignes de texte, quoi. They don't ouais. know, like I know. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis ce sont de grosses improvisations. Hein. La phase B déjà elle démarre sur 2 titres, donc on n'est plus du tout. En fait, c'est le. Oui, il y a Machine Gun qui fait. Voilà, donc c'est que du live et finalement, il prendra plus de son vivant. Electric Idyllium, le dernier album studio, il faut quand même aussi voilà, remettre ça qui dans le sortira de contexte. son vivant, oui. Ouais, tout simplement. Band of Gypsies sort, mais c'est un live, donc. C'est un live, ouais. Et et- après, ce qui sortira studio, Hendrix est mort déjà. Ouais. Et du coup, bon, alors, du coup, comme tu dis, le Band of Gypsies redonne un concert en janvier, et là, ça se passe mal. Ouais. Et donc, il fout en l'air le projet, c'est là où C'est Mitch ça. revient. Mitch revient. Et là, il tourne, et il commence à fonder son studio. C'est ça. Et là, enfin, il investit les lieux de son studio qu'il voulait se monter depuis longtemps. Et apparemment, il a Ça plus fait- la tête sur les épaules, et il a plus une idée de comment il va produire. Bah, ce je qui crois sera. je crois qu'il est content d'avoir Ouais. justement tout le contrôle de son truc là et il se remet à bosser, ouais, apparemment. Bah, en les studio, sessions bah, de juillet 70, du coup, qui vont donner tout ce qui va sortir. voilà, tout ce qui va Prior to
sortir Love. sous 30 000 formats. Alors ça, c'est à vous les spécialistes de faire le tri, parce que il y en a même un qui est ressorti là il y a moins d'un an, hein, Oui, avec oui. des sessions, je sais plus quand elle date, mais on trouve toujours une prise. Là, je crois que la seule vraie nouveauté, c'était une version de Manish Boy. D'après ce que je comprends, certains ont prétendu qu'ils voulaient faire un double album. Quand il meurt, sort Rainbow Bridge et Cry of Love séparés, enfin deux Ouais. albums, qui auraient, d'après ce que j'ai compris, dû faire un seul album, mais je sais pas si c'est. Ouais, ça après, en plus avec les ayants droit, il y a beaucoup de choses qui ont été sorties sous son nom, on sait même pas si c'est lui qui joue. Oui, hein. après ça a été, oui voilà. Après il y a eu un flottement effectivement sur les droits et pendant quelques années, il y a plein de trucs qui sont sortis plus ou moins officiels avec des bandes parfois retravaillées derrière. Ouais, il paraît, ouais. Ça, c'est les Crushing Land et Ouais, tout ça. alors en fait, il y a des trucs apparemment qui ont l'air de sortir, c'est ce on a regardé, Ouais. qui sont des fonds de tiroir. Et puis, ouais, Crash Landing, qui doit être un truc qui sort en 76. Ouais, c'est ça. Hein. Il y a même des En fait, gens qui disent que c'est même pas Hendrix qui joue Ouais, sur tous ouais, les morceaux de c'est la ça. guitare, quoi. Mais en fait, jusqu'à ce que la famille rachète les droits en 96, on n'avait pas vraiment. Là, c'est mieux. Là, même le Oui. travail d'Eddie Kramer sur les remasters et tout, c'est quand même solide. Donc, pour revenir à ça, à la fin, donc ils refont une tournée donc des universités et tout en parallèle du travail qu'il fait sur ce qui va devenir Cry of Love Voilà. et ses albums posthumes. Et donc, il est contraint de revenir en Angleterre, enfin en Ouais. Europe, pour faire une petite tournée. Ouais, les tournées se passent pas bien aux Ouais, États-Unis, là, ça- il ouais. a des problèmes sur scène, enfin, Ouais, bah, il y a il se problème, calme trop, quoi. Ouais, je crois qu'il pense, est vraiment pas en malheureusement. forme. Il revient en Angleterre pour donner le fameux concert à l'île de Wight, Ouais. où il est terrassé parce qu'il trouve qu'il a été hyper mauvais, qu'il y avait Miles qui était là et tout. Et apparemment, ça le traumatise vachement. Ouais. Et il y a 2-3 concerts en Allemagne dernière, et puis c'est fini, quoi. oui. 10 jours après, le 18 septembre, il est mort. Bon, bah, je pense que la vérité, c'est que voilà, il avait un peu trop picolé. Il a dû se dire, je vais dormir, et il a pris une pilule, une poignée Ouais. de pilules, et Après, on est vraiment. voilà, on va pas- après, voilà, il s'est vomi, il serait étouffé avec son vomi selon Oui, la thèse officielle. Donc voilà, il n'y a pas c'est- vraiment de mystère sur la mort d'Hendrix. Il rejoint le club des 27 évidemment, mais après il reste des tonnes de choses. On essaiera donc de vous concocter une petite playlist à partir de ça. Et il y a quand même aussi, qu'est-ce qu'on pourrait citer comme à part les 3 albums qu'il faut absolument avoir. Moi, le film, le film montré est hyper important. Ouais, hyper Ou la important. BO, enfin. Ouais. Le Winterland, moi j'adore le Ah, moi aussi, Winterland. moi aussi. Les concerts de 68 sont superbes, où il joue les 2 premiers albums, hein, c'est juste avant d'enregistrer Electric Ladyland. Et après, après c'est génial d'entendre tout le travail en studio sur les alternates qu'il y a dans le coffret bleu, là ça c'est génial. Ouais, ça c'est drôle. T'as ouais, des Bold as effectivement. Love instru, où là tu te dis putain le mec quand même il te fait des plans. Oui, Non, mais c'est... qui sont de belles choses à la guitare, quoi. C'est vraiment. Mais alors qu'est-ce qu'il aurait fait Hendrix s'il avait été resté en vie? Je crois qu'il serait rapproché de Funkadelic, des choses comme ça, ou de peut-être la Nouvelle-Orléans. Alors, on déconnait tout à l'heure sur Mahavishnu. Ouais. Apparemment, lui, de presque j'en ai lu, il avait très envie de partir sur des trucs, peut-être pas jazz rock, mais Je pense. partir Ouais. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas collaboré avec pas. Ah oui, c'est ça aussi qu'il faut qu'on parle, parce que il y a quelques collaborations quand même. sur à part- d'autres disques, ouais, des voilà, je voudrais que tu me parles de Steve Stills, de Stills, oui, et, c'est ça. mais aussi il y a des exemples à la con, genre Hendrix faisait un concert, je sais plus où, aux États-Unis, puis t'avais Morrison bourré qui était limite sur scène en train de sortir, en train de les emmerder, en fait, de les empêcher de jouer. Donc il a toujours, on en a parlé avec la scène anglaise. ma bite. Mais même du coup aux États-Unis, il est très copain avec tous les musiciens. Donc même en Amérique, les gens, une fois qu'ils ont connu leur disque, veulent l'aider. À toi, oui. On a bien parlé sûr. donc de la scène, du bassiste de Jefferson Airplane qui est crédité donc sur Electric Ladyland, mais il y a aussi une collaboration avec Stills que moi je connais pas. Donc Oui, en fait, son premier- Stills et Hendrix sont très potes. ouais. Et mais- Stills est en admiration complète de Hendrix, ouais. Ah, bah, tiens. curieusement. Ouais. Et va même jusqu'à le suivre, va suivre 2-3 dates quand Genre il en peut. mode pote, je suis mo- bien placé. Ouais, Quoi. ouais. Putain. Tu l'as toujours le fauteuil Ouais, le fauteuil de Chris Square. c'est ça quoi. Et il y a même dans la bio de Stephen Stills, il y a une anecdote assez géniale où il le ramène chez lui et il s'installe sur le balcon Ouais, et ils commencent à jouer tous les deux, ils font une jam interminable et au bout d'un moment ils voient une bagnole de police qui s'arrête, ouais. les 2 flics sortent et ils bougent pas.
Et Steele s'est un peu emmerdé, donc il dit à Hendrix joue un peu moins fort. Mais apparemment ils sont quand même déjà bien. Il est 2h du matin, et puis bon, il sait pas trop, il est gêné. Puis au bout d'un moment, il lève la tête et puis il dit au policier il y a un problème. Et le flic lui fait non, continuez. C'est génial, ça. Les deux flics ils sont en train de prendre leur petite claque quoi. Tu m'étonnes, putain, ça doit être sympa. Et donc Steele en plein Crosby, Stills Nash & Young là en 70 commence à faire son album solo. Et il y a, c'est vrai que c'est marrant sur ce disque parce que tu as un morceau avec Hendrix et le morceau d'après c'est Clapton. Ouais, ça va. Enfin, voilà, il a des potes aussi. Pour un connard, il a quand même eu des potes au début. On sait peut-être un peu tôt, il était peut-être encore sympathique avant de rencontrer Véronique. Hein. Et je dois dire que Clapton est bon, mais sa prestation sur le morceau. D'abord, le morceau est peut-être un peu moins bon que celui d'Hendrix. Ah, ça, on met dans la playlist tout à l'heure. Mais par contre, je vous conseille d'aller écouter ce morceau de Stephen Stills. On le met dans la playlist. Hein, oui, voilà. Parce que moi, ça me fout. Dès que j'entends Hendrix arriver, tu reconnais une espèce de son d'attaque de tout qui est là, tu te fais waouh. Et c'est un peu dommage d'ailleurs, parce qu'à la fin, ce morceau part en espèce de jam. C'est pas fini, ils n'avaient pas pensé à la fin. Du coup, ça part en. La chanson, c'est plus pour l'anecdote et la performance d'Hendrix que. Mais le morceau est pas mauvais. Et du coup, Stills touche pas une guitare sur ce morceau. Il se met à l'orgue. Tu m'étonnes. Il se surmixe. Comme d'hab, dès qu'il y a un instrument, tu sais que c'est lui. Hein. Voilà. Mais par contre, la prestation d'Hendrix est énorme, je trouve. Après, au niveau des collaborations, il y a une espèce de d'outtakes. Dont le nom m'échappe là, mais un espèce de jam avec Brian Jones au sitar et Hendrix qui s'appelle, je sais plus comment, qui sont un bootleg qui s'appelle Brian is not dead ou un truc comme ça. Puis il y a une Little Lord, je sais plus, allez voir, je vérifierai. Puis il y a une espèce de légende aussi, comme quoi Arthur Lee et Hendrix étaient potes, et Arthur Lee, quand il sort son album Vindicator, il a l'idée de faire un disque avec un gros son de guitare, et il y a un morceau avec Hendrix. Qui s'appelle Everlasting First, je sais plus le titre, qui est, où tu reconnais la patte Hendrix, et tout Vindicator, tu dirais, t'as l'impression d'entendre un hommage à Hendrix, quoi, avec un gratteux qui se débrouille pas si mal d'ailleurs, c'est un disque assez intéressant, et la légende, excusez-moi, le monsieur de Love, son nom m'échappe. Arthur Lee prétend que Hendrix voulait absolument travailler avec lui et qu'ils auraient fait des choses ensemble. Il a dit ça aussi avant de mourir à propos de moi. Hein. Du coup, est-ce que le fait qu'Hendrix meure aussitôt et que sa carrière soit du coup éphémère, est-ce que c'est ce qui le fait basculer dans la légende? Est-ce que ce mec-là aujourd'hui, s'il était vivant, il ferait des Bercy ou plutôt des New Morning, quoi? C'est un peu con comme question, mais qu'est-ce qui serait resté de lui? Parce que les gens se demandent, parce qu'elle est très bonne compo, mais finalement, elle se compte un peu sur les doigts d'une main quand même. C'est pas, il y a 3 albums, c'est 3 beaux albums, mais on en est que dans une douzaine de grandes chansons, voilà. Bon, je suis un peu rat, mais bon, allez, mais les 22. Qu'est-ce qui est, parce que s'il continue à faire Ben of Gypsies, c'est vrai. Alors en même temps, quand tu écoutes un peu Cry of Love et Rainbow Bridge, il y a à nouveau des chansons. Mais qui sont sur un format long, effectivement, parfois, mais il y a de jolies choses, et puis ça recommence un peu à écrire, il y a un peu plus de texte. Je sais pas ce que ça aurait donné. C'est vrai qu'un. Non, après, c'est du fantasme. Hendrix 79. Voilà, je pense que ça aurait été. Ils auraient peut-être fait un super duo avec Phil Lynott, hein, ils auraient été bien tous les deux. Basse-guitare, là. Avec Mick Taylor. Ça, peut-être pas. Bon, en tout cas, voilà, j'espère qu'on vous aura donné envie d'écouter 2-3 trucs. N'oubliez pas d'aller liker la page Facebook, etc. Et puis, ce qui est bien avec Hendrix, c'est que comme il y a une discographie assez restreinte, on peut tout écouter. C'est assez vite. Ça, c'est vrai. Faites un petit patchwork des 3, c'est assez. Enfin voilà, moi petite préférence pour les 2 premiers, mais enfin 2 sur 3 c'est pas si mal, puis le 3e est quand même fantastique, hein, faut pas déconner, écoutez tout, et puis les hits, n'oubliez pas aussi les singles, hein, les smash hits. Oui, qui sont vraiment géniaux. Et allez, 1 ou 2 lives Monterey et Winterland, moi je dirais voilà. Vous êtes bien. On est bien. Hein, Voilà, écoutez, merci, et merci Xavier pour ta première, ça m'a fait plaisir, j'espère qu'on te retrouvera régulièrement. Allez,